Donc, bonjour à toutes et à tous. Toutes mes excuses pour le retard. On va commencer sans plus tarder avec nos deux intervenants. Cette dernière intervention aquatique, hein, s'il en est, les sons vous donnent déjà des petits indices. Nous avons la chance et le plaisir d'avoir aujourd'hui sur l'intervention Olivier de Rivière. Bonjour Olivier. Et donc qui est compositeur, hein, sound designer, et qui a officié sur de nombreux jeux vidéo, entre autres parmi les plus connus, mais pas seulement, donc Assassin's Creed Black Flag. Vous avez pu le voir également sur des jeux plus confidentiels comme Harold. Vous avez pu l'entendre également sur des jeux comme Remember Me, et j'en passe. Il nous en parlera à l'occasion pendant cette intervention. Et juste à mes côtés, sur les derniers réglages de technique, nous avons Antoine Morisset. Bonjour Antoine, qui est ludo-musicologue et qui va effectivement étudier avec nous les liens qu'on peut retrouver entre le champ de la mer, le domaine aquatique et les compositions vidéoludiques. Et heureusement, les temps changent plutôt en bien de ce côté-là en termes de création vidéoludique, vu que c'était un domaine entre deux acrobaties qui avait un peu moins droit de cité ou de reconnaissance, mais qui aujourd'hui est de plus en plus visible, ou en tout cas audible. Donc je vais vous laisser peut-être de nouveau rajouter quelques petites précisions sur votre profil, votre vie, votre œuvre, et puis on va commencer doucement à dérouler la discussion ensemble, donc entre représentation aquatique et historique dans les jeux vidéo. Bonjour, merci d'être venu, merci pour l'invitation. Je suis Olivier Desrivières. Je fais de la musique de jeux vidéo depuis 20 ans maintenant, et puis de nombreuses personnes ici sont des joueurs et des joueuses, mais certaines ne le sont pas, et je les remercie de venir aussi. C'est un médium qui est en devenir, qui est une sous-culture pour certains, mais qui nous permet justement d'être beaucoup plus libres. Et donc j'ai le plaisir d'être ici, de pouvoir en discuter avec vous. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Mehdi pour l'invitation. Du coup, je propose qu'on enchaîne directement un petit peu dans le vif du sujet. On va avoir une petite partie un petit peu comment dire, très théorique, on va dire, pour le début, pour vraiment qu'on soit tous d'accord sur ce dont on va parler pendant ce temps-là, qui va à peu près résumer notre première partie. Puis après, on enchaînera plutôt avec l'expérience d'Olivier en tant que compositeur, de manière un petit peu plus fluide, on va dire, et discuter de pas mal de choses à droite à gauche. Du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Les représentations musicales de la mer, discussion à la croisée théorie sémiologique et pratique historique. Justement, dans cette optique un petit peu de thématique de la mer, des rendez-vous de l'histoire de cette année, très très bien introduit hier par mes collègues pendant les conférences sur le jeu vidéo. La mer dans le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu compliqué parce que autant d'un point de vue du gameplay, nous l'avons vu hier, ce sont des espaces qui peuvent être très très différents, qui apportent énormément de choses. Et vous vous en doutez, les musiques qui sont censées accompagner ces espaces-là le sont tout autant. Du coup, comment définir un petit peu ces espaces musicaux au-delà de la notion de genre, parce que vous vous en doutez, le jeu vidéo quand même reste un univers très très divers et varié où on a énormément de musiques de types différentes. On peut entendre de l'orchestral que du rock, que ce genre de choses. Donc les compositeurs doivent trouver des petites techniques, on va dire, pour lier ensemble différentes caractéristiques, et notamment dans des espaces maritimes. Et donc du coup, c'est là où intervient une notion un petit peu scientifique sur laquelle on va passer très très vite, mais qui me semble quand même un petit peu importante de définir, qui est, non, du coup, le diapo, il est là, voilà, que l'on appelle le trope, en fait. En sémiologie, le trope, c'est tout simplement l'idée de dépasser un petit peu les caractéristiques genrées pour se référer à des éléments extérieurs. Donc quand on voit les petites citations là, que je vous ai mis de Kala et de Michel Solsky, qui sont donc des théoriciens du topos, voilà, l'ensemble des entités musicales telles que délimitées et dotées de sens de manière cohérente par des tendances constantes d'association extramusicale partagées, majorité significative d'une population d'auditeurs donnée. En gros, vraiment, si on veut vraiment très très résumer l'idée, c'est ce qu'on appelle des lieux communs. Des caractéristiques qui sont musicales, inhérentes un petit peu au genre et qui vont regrouper sous pas mal d'aspects. Alors, d'où viennent un petit peu ces caractéristiques-là? Bien évidemment, on peut citer la musique classique avec des choses vraiment très très évidentes, comme pour citer la mer de Debussy par exemple, ou le Hollandais volant de Wagner, qui vont aborder la mer sous des questions vraiment très très orchestrales et très romancées,
si on peut dire, et la musique de film, bien évidemment, qui est passée par là depuis ces dernières années, ou dans lequel on va retrouver quelques petites caractéristiques à droite à gauche, que ce soit de l'hyperréalisme, entre guillemets, inspiré à base de Pirates des Caraïbes et autre chose, de l'angoisse dans Les Dents de la Mer, ou bien des musiques beaucoup plus ambiantes dans Le Grand Bleu de Luc Besson, où on va chercher plutôt d'autres caractéristiques du coup qu'on retrouve également dans le jeu vidéo. Pour avoir un petit peu un côté historique sur la chose, puisque nous sommes quand même dans un contexte historique ici, dans les rendez-vous de l'histoire, on va essayer de remonter un petit peu aux sources, aux origines, pour justement... Alors je sais pas comment on va faire pour la musique, ça va être un petit peu galère. Ben, je veux bien que... Attends, je vais mettre ça là, parce que comme ça j'ai mes notes. Et puis peut-être changer un peu en fonction du diapo. Je crois que VLC en aléatoire, du coup les musiques elles sont pas dans là. Tu peux sortir de là. VLC était juste en bas. Voilà. Je les lancerai en fonction de... Ouais, tu les lances une par une, comme ça c'est plus simple. Bah t'as toute la liste, je les ai mis dans l'ordre, vraiment t'enchaînes. Du coup, donc on va commencer vraiment avec les prémices du jeu vidéo dans la période du 8 dans les années 80. Vous vous en doutez, technologie limitée, on ne peut pas reproduire la musique comme on l'aurait souhaité. En tout cas, les compositeurs se sont vraiment confrontés à des incapacités de reproduire vraiment l'orchestral comme ils le souhaitent. Donc du coup, on passe par d'autres techniques. On ne cherche pas vraiment à explorer les capacités sonores, et encore que vous allez le voir. Et du coup, on passe vraiment par d'autres aspects. Et du coup, je pense qu'on peut passer les deux premiers exemples musicaux pour voir de quoi l'on parle. Vous aurez tous et toutes reconnu la musique du niveau de l'eau de Mario Bros, du premier, où donc du coup, Koji Kondo s'est amusé à nous composer une espèce de petite valse qui vient représenter le côté très flottant, très aérien, entre guillemets, du monde de l'eau, qui du coup correspond bien au gameplay de l'univers dans lequel on nage. Voilà. Dans le même cas, nous avons la musique juste d'après, qui est le thème de surf de Pokémon, qui pareil reprend les caractéristiques de la valse, quelque chose à 3 temps, pour représenter encore ce côté flottant. Donc que l'on soit à l'intérieur de la mer ou au-dessus en train de surfer dessus, la valse est hyper représentée. Alors là, on peut faire des affiliations peut-être potentiellement avec 2001 l'Odyssée de l'espace qui utilise le Botanique bleu de Strauss pour illustrer les mêmes idées. Je pense que l'affiliation est à peu près logique à ce niveau. Mais je me permettais peut-être de t'interrompre parce que pour rattacher aussi au domaine du game design, donc de la façon dont on va concevoir un jeu, il faut savoir qu'historiquement, on est dans le cas particulièrement de Mario sur une mécanique de jeu qui va être assez atypique. C'est-à-dire qu'on va passer d'un monde majoritairement terrestre, et d'ailleurs c'est souvent la hantise des game designers, des level designers, donc qui vont concevoir l'architecture des jeux, de se dire comment est-ce qu'on appréhende l'eau. Après, vous avez aussi leurs amis du côté de la programmation qui vont essayer de rendre la texture la plus réaliste, ou en tout cas la plus plaisante possible. Et Mario, on a vraiment cette dimension de valse, elle n'est pas là uniquement sur une pure esthétique, elle est aussi là pour représenter le déplacement de Mario qui va se faire par à-coups en termes de nage. Dans le cas de Pokémon, on est sur quelque chose de plus posé. Voilà, donc on est juste pour une petite précision de ce côté. Mais c'est là du coup c'est intéressant, c'est vraiment de voir la manière dont la composition est en lien avec le gameplay. Donc du coup est censé donner des indications dès le début dans ces périodes de 8 bits où le gameplay est un petit peu hésitant. On est déjà dans une dynamique de vouloir illustrer musicalement une action de gameplay. En parallèle de ça, on commence tout doucement à développer des caractéristiques que je vais considérer comme étant techniques, vraiment sur le son et la qualité du son. Quand on écoute par exemple le petit morceau là, de Megaman, tiré de Megaman 2, le level de Bubbleman, il me semble, où on retrouve les prémices des caractéristiques qu'on trouvera beaucoup plus en période de 16 et les sur les qu'on va voir. Mais je sais pas si vous avez bien l'entendre. Caractéristiques du coup que l'on retrouve énormément dans les musiques aquatiques.
Et d'ailleurs, là aussi, on a une cohérence globale. Encore une fois, le game design est un autre domaine qui s'appelle le chara design, c'est-à-dire la conception de personnages, que ce soit des protagonistes ou des antagonistes. Ici, dans Megaman, on incarne un robot qui doit en défaire d'autres pour acquérir ses propres pouvoirs. Et Bubbleman, comme son nom l'indique, effectivement, a un canon qui produit des bulles et son niveau va avoir, que ce soit en termes de level design, donc d'architecture de niveau ou autre, des séquences qui vont être très flottantes. Lorsqu'on est immergé dans l'eau, on va avoir des sauts qui sont beaucoup plus lents, mais beaucoup plus amples, et avec la difficulté d'adaptation que ça peut représenter. Donc là, on a vraiment encore plus poussé que le cas de Mario qui se contente exclusivement du level design, la dimension donc des personnages et de ce que moi je connais en tant que néophyte en musicologie et en musique, ce qu'on appelle le leitmotiv de manière très bas du front, on va dire. Basique. On va pas trop rentrer dans ces détails-là aujourd'hui parce que ça nous durerait encore 1h30 de conférence supplémentaire, mais l'idée est un petit peu là. Une fois que l'on passe cette période 8 bits, du coup, et que les capacités techniques des consoles nous ont permis d'explorer différentes choses, on a vraiment commencé à avoir des caractéristiques très bien définies sur ces musiques, ce qu'on va appeler du coup la musique underwater, les musiques sous l'eau où l'on nage. Là, vous écoutez en ce moment le niveau aquatique de Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Et déjà, d'un point de vue orchestration, on est sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. On a d'énormes nappes de cordes qui sont censées représenter un petit peu ce côté très flottant aquatique, beaucoup de reverb, les basses, encore une fois, qui sont extrêmement présentes dans ce genre de morceaux. Bref, l'atmosphère générale, très ambiante, est une caractéristique que l'on retrouve énormément dans ces musiques de cette période-là et qui vont vraiment définir les musiques maritimes de manière générale un petit peu dans son ambiance. Avec d'autres choses, vous allez voir au fur et à mesure. Donc du coup, on passe vraiment pour moi dans 3 caractéristiques principales de ce genre de musique: les effets, l'orchestration et la notion d'interprétation aussi. Quand on parle en termes d'effets, la reverb est quand même la caractéristique principale de ce genre de musique, où vraiment censé représenter l'aquatique de manière très générale. Par exemple, si on écoute la musique du domaine Zora de Ocarina of Time, vraiment la reverb est omniprésente dans tout le morceau, on est vraiment noyé dedans, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, la reverb fait vraiment partie des caractéristiques principales de ce que l'on a. D'un point de vue orchestration, comme je l'ai dit pour le Donkey Kong, on est vraiment dans des grosses nappes réverbérées, ce soit des corps ou des chœurs, aussi où l'utilisation de chœurs est vraiment assez présente dans ce genre de musique pour vraiment représenter ce côté, j'ai envie de dire aérien, mais pour parler d'eau c'est un petit peu, voilà, mais vous avez flottant. L'idée flottant, voilà, c'est mieux. On retrouve du coup aussi beaucoup l'idée de la bubble bass, enfin ce que j'appelle la bubble bass, c'est vraiment cette espèce de basse dans des fréquences qui sont très graves, qu'on le retrouve notamment par ici. Non, c'est pas celle-là, mince, je me suis trompé, c'est celle-ci. Voilà, c'est mieux. Vous l'entendez en fond, cette espèce de basse qui remonte comme si on avait affaire à des bulles dans un niveau où on se passe sous l'eau. C'est quand même assez logique. Et enfin, la dernière, en termes d'orchestration, c'est bien évidemment les instruments. L'instrument de type cristallin, je sais pas trop comment, côté un peu glitters, un petit peu shiny, qui, noyé dans la reverb, va beaucoup aussi illustrer ce côté très intériorisé des musiques aquatiques. Pour n'en citer que quelques-uns, pour aller assez vite et vraiment passer dans un espace de discussion beaucoup plus fluide, on peut représenter par exemple le lead piano caractéristique du Yamaha DX7 derrière Docks de Mario 64, où vraiment on retrouve l'idée de la reverb plus du cristallin. Nous sommes dans la mer, jusque-là c'est logique. On retrouve aussi beaucoup le piano, la harpe. On peut notamment citer, dans les exemples pour la harpe, la BO de Super Mario Galaxy 2, où du coup le son passe vraiment dans les mêmes genres d'atmosphères combinés avec des instruments différents. Et en dernière caractéristique, histoire de passer très vite, la notion d'interprétation aussi, où plus on va évoluer technologiquement, plus on va pouvoir se permettre d'avoir des sons réels ou réalistes, notamment dans les post-2010, quand on est passé sur du MP3 avec des enregistrements en live. Où du coup on joue beaucoup plus sur les nuances aussi pour représenter ce genre de choses, où on est vraiment dans du pianissimo voire du très piano, dans les textures graves, pour vraiment mettre en exergue ce côté très étouffé des musiques aquatiques. Bref, exemple du coup d'écoute que je me retrouve un petit peu, ce sera celui-ci. Voilà. On a vraiment tout cet aspect très étouffé, très joué en dedans, si on peut me permettre l'expression, pour justement essayer de retrouver ce côté atmosphérique, intimiste presque des musiques aquatiques.
Une autre manière de représenter les musiques maritimes de manière générale, et c'est là où du coup on va pouvoir faire intervenir Olivier avec son expérience de compositeur, c'est dans ce que je vais appeler initialement l'inspiration du réalisme et bien évidemment l'ancrage dans le réalisme. Dans l'inspiration du réalisme, on a beaucoup ce que l'on va appeler des musiques de plage, où on va plutôt aller chercher du côté des îles, dans des choses qui viennent imiter le réel, dans les représentations fictives plus crédibles, et parfois où le fictif prend plus le pas sur le réel. C'est-à-dire que par exemple, quand on écoute des musiques, je vais vous passer un exemple de Kirby, qui nous traînera un petit peu en fond le temps que je discute. Voilà, on a vraiment ce côté orchestration dite des îles avec un côté plage, les polyrythmies dansantes, l'inspiration de types de bossa nova, des sons très syncopés, dans lequel on va utiliser des instruments typiques à base de steel drum, de guitare en lap steel ou de marimba, ce genre de choses vraiment qui sont inspirées du réalisme, mais bien évidemment qui ne sont pas du tout représentatives des musiques de cette période-là. Et c'est là où du coup ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, c'est quand le jeu vidéo s'inspire de choses beaucoup plus réelles et concrètes. On va enfin un petit peu parler, parce que je sais que tu n'attends que ça, que nous discutions un petit peu de Suikoden, et si on prend l'exemple de Suikoden 4 du thème de la mer, où là du coup on va vraiment beaucoup plus s'inspirer de choses dites réelles, à base de guitare beaucoup plus ancrée dans un rythme bossa nova, l'utilisation de l'accordéon en instrument principal, qui sont des caractéristiques que l'on retrouve énormément dans cette inspiration maritime, l'accordéon étant un petit peu l'instrument des pirates entre guillemets. On a vraiment ce côté réel et ancré dans quelque chose de beaucoup plus réaliste que l'imitation que l'on a pu voir. Une autre précision, là vous avez un thème qui est une introduction, alors ça permet de rajouter deux éléments. On a parlé jusqu'ici beaucoup de jeux qui sont du genre platformer, ouais. Donc qui vont quand même avoir une approche assez atypique, des mécaniques, ce qu'on appelle des briques de jeu ou de gameplay un peu spécifiques. Et là on est dans un genre de jeu dit RPG, donc jeu de rôle, et on a une scène clairement d'exposition, c'est ce qu'on appelle une cinématique qui est censée, on va le dire dans le côté un peu simpliste, vous vendre le jeu. C'était, si on retourne dans les années 90, c'était l'argument vente massue des consoles comme la PlayStation ou la Saturn. C'était à qui aura la plus belle cinématique au départ pour vraiment dans les magasins, dans les enseignes, donner envie de convaincre ses parents pour se faire acheter le jeu. Toute ressemblance avec un exemple de vie réelle est totalement volontaire. Donc voilà, il y a un petit peu cette distinction qui va avoir son importance. Et dernier détail, l'accordéoniste qui s'appelle Koba, qui est un accordéoniste japonais, a été donc recherché par effectivement l'équipe. Donc on n'est pas dans l'équipe principale, il n'a composé que ce thème-là. Donc on a des fois des situations vraiment dédiées. On va chercher quelqu'un dont c'est la spécialité. Voilà, et du coup, pour reprendre cet exemple d'aller chercher Koba justement, c'est que les équipes de composition ont vraiment été chercher un spécialiste de ce genre de musique. Donc on sent vraiment de la même manière que, on va en parler tout de suite pour Assassin's Creed d'un point de vue historique, on va vraiment essayer d'aller chercher des spécialistes de leur genre pour donner une crédibilité au réel, en passant du coup là, dans ce cas-là précis, par la musique. Pour commencer du coup un petit peu à discuter avec toi Olivier et parler de ton expérience sur notamment Assassin's Creed Black Flag, parce que je pense que des jeux que tu as composés, la thématique de la mer est quand même la plus présente dans celui-ci. La place du réel justement dans les champs marins, notamment dans les traversées de bateaux. Comment est-ce que ça a été réfléchi? Comment est-ce que ça a été intégré au jeu? Comment est-ce que toi tu y as pensé aussi avec ta place de compositeur dans tout ça? J'ai pas fait Black Flag. Tu n'as pas fait Black Flag? Non. Mais comment se fait-ce? Tu es crédité dessus? Non, j'ai fait Black Flag, Freedom Cry. D'accord. En fait, il y a deux éléments dans Black Flag. Il y en a un qui est à propos des pirates et l'autre qui est à propos de l'esclavagisme. D'accord. J'ai fait l'esclavagisme. Ah, tu n'as pas fait les pirates? Non, j'ai pas fait les tu n'as pirates. pas fait les pirates. Mais là où c'est plus intéressant peut-être pour ici, c'est que l'esclavagisme, c'est historique. Et dans le fond, ce qu'on a fait justement pour... alors, je vais aller sur la mer. Ça change pas trop ma question dans l'idée. Mais en fait, l'intérêt d'Assassin's Creed, pour ma part, c'était que ce soit historiquement, je dirais, connecté à une certaine histoire. Vous le savez tous, ceux qui ont joué, Assassin's Creed prend des repères dans l'histoire, et puis après, ils romancent comme ils veulent. Pour ce qui était de l'esclavagisme, vous imaginez que ça a été un peu compliqué, on va dire, parce qu'aborder ce sujet-là, c'était pas quelque chose de facile. Et c'est donc, pour juste situer, dans Black Flag, on a un quartermaster avec Edward, qui est Adewale, qui est donc un Africain.
et qui, lui, s'est en fait émancipé, il n'est plus esclave, et donc on va vivre ses aventures de l'autre côté de Black Flag, et qui s'appelle Freedom Cry. Il a un bateau, il va sur la mer, etc. Pour lier le caractère historique, je dirais pur, de cet élément-là, nous, ce qu'on a décidé de faire, et c'est quelque chose qui m'a toujours surpris sur Assassin, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement eu ce réflexe, c'est qu'il y a Leonardo de Vinci, pour ceux qui ont fait Assassin's Creed 2, enfin, etc. Il y a les monuments, il y a les noms, il y a tout qui est bien et tout ça, mais la musique, c'est un peu rock'n'roll, hein, c'est un peu genre du style hollywoodish, voilà, hein, pour ceux qui aiment, tant mieux. Voilà. Et pour ma part, je me suis dit, bon, bah, numéro 1, c'est Assassin's Creed, donc essayons de mettre ça en rapport avec l'histoire pour de vrai, et numéro 2, c'est à propos de l'esclavagisme, donc là, on rigole pas du tout, quoi. On peut pas s'amuser comme les pirates, on va dire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu inversé la tendance. On est allé à New York pour enregistrer un groupe haïtien qui a en fait interprété les musiques historiques de l'époque. Et moi, en fait, quand j'ai écouté ça, bah, déjà j'étais complètement, on va dire, j'ai flippé, hein, parce que quand on écoute leur musique, c'est très très complexe, c'est très riche. Et l'idée, c'était en fait l'idée du jeu. C'est-à-dire que quand on fabrique un jeu vidéo aujourd'hui, tout ce qu'on vient de voir là, les jeux dont on vient de parler, avec tout le respect que je peux avoir pour ces jeux-là, c'est un monde qui est différent du monde dans lequel moi j'évolue quand j'écris de la musique de jeux vidéo. On n'est pas du tout dans les mêmes... Enfin, il y a peut-être des jeux que je vais faire qui correspondent à ça, mais dans les jeux, pour la plupart dont je participe à la composition, on est beaucoup plus sur le caractère humain, en fait. On est beaucoup plus sur une vision, on va dire... d'une condition humaine que d'une illustration pure telle qu'on la voit. Et c'est pour ça que je vais arriver sur la mer là-dessus. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, ayant enregistré les Haïtiens, ayant découvert leur musique, eh bien, j'ai décidé, avec bien sûr Ubisoft, etc., d'aller enregistrer des Belges, donc le Philharmonique de Bruxelles. Et pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Parce que historiquement, ceux qui étaient les esclavagistes étaient les Belges et les Français. Et donc on s'est retrouvés historiquement dans une réunion, une réelle réunion, autour d'un projet historique, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit nous qui ayons, bon, on va dire, imposé, hein, eh ben c'est la musique haïtienne qui a inspiré la musique. Et j'ai tout fait autour de cette musique-là. Et donc, pour en venir sur la mer, ce qui se passe, c'est que comme Adewale était donc un esclave, et donc il a été libéré, le caractère, on va dire, maritime et le caractère, en fait, de l'horizon, était quelque chose qui était extrêmement important pour nous parce que, entre guillemets, c'est la liberté. Et c'est la liberté de choix, de mouvement, enfin de pouvoir aller où on veut. Et donc, il y a énormément de musiques qui ont été écrites par rapport à ce sentiment d'ouverture, en fait, et presque d'espoir et d'envie de découverte qui, comme je le dis, c'est pas le symbolisme de la mer en tant que telle, mais c'est le symbolisme de la condition d'Adewale sur la mer qui est ici exprimé. Voilà, j'espère que j'ai pas tanké... C'était tout à fait ce que j'attendais de genre de choses. Non, vas-y, Roland. Non, je me disais, en termes de démarche, alors on n'est pas du tout sur la mer, mais il y avait une approche, je ne sais pas à quel point est-ce que ça se distingue, où tu es allé chercher un autre type de chant quand même assez atypique culturellement parlant. C'est du côté du jeu Harold, hein, qui est beaucoup plus confidentiel, où tu été du côté du gospel. Et évidemment, hein, tu en parles, donc forcément, on a quand même des origines en termes de chant qui sont assez proches. Je ne sais pas jusqu'à quel point, pour relancer la suite de la discussion, il y a eu des éléments et des approches identiques ou concomitantes, je ne sais pas. Quand vous faites la musique d'un jeu vidéo, de toutes les façons, vous allez avoir autant d'approches qu'il y a de personnes qui la fabriquent, cette musique, et de jeux. Donc ce que je vais vous raconter ici, c'est personnel, d'accord? On ne va pas vous dire, voilà, c'est comme ça que ça se fait, ce serait ridicule. La manière dont moi donc, je travaille, c'est très 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 proche des équipes. Je participe au projet depuis quasiment ce qu'on appelle la pré-production jusqu'à la fin. Et pour Harold, ce qui a été marrant, donc Harold, c'est un jeu très basique en tant que tel, dans le sens où... vous imaginez un platformer, donc ça veut dire que vous dirigez quelqu'un à peu près, et vous essayez de lui faire gagner, c'est une course. Voilà, il doit gagner la course. Et en fait, vous agissez en tant qu'ange gardien. Voilà, tout simplement. Et vous traversez, donc c'est très cliché, hein, c'est le monde de la lave, le monde de la jungle, le monde de... Enfin, très jeu vidéo, justement, on revient à ces origines dont tu as parlé tout à l'heure, Antoine. Cependant, il m'a fallu 6 mois, je crois, pour savoir ce qu'on allait faire vis-à-vis de la musique, parce qu'on en parlait tout le temps, j'étais là, oui, ben, on peut faire exactement ça, c'est-à-dire sur l'île, ben, le côté un peu créole, sur voilà, la jungle, le côté un peu
je dirais jungle. Donc tous ces clichés, on les a pris, mais justement ces clichés-là, c'était rigolo de le faire, on s'est éclaté, mais il fallait quelque chose qui unisse tout ça, il fallait que ce soit encore une fois substantiel, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et donc à force de discuter avec le directeur, Loris, à un moment donné, il me dit, oui, mais tu vois, l'ange gardien, je lui ai dit, ouais, mais en fait c'est ça, c'est l'ange gardien, rien de religieux là-dedans, mais l'ange gardien. Et au bout d'un moment, comme c'est un race, je sais pas comment dire, une course. Un runner, oui. Voilà, comme c'est une course, et ben je me suis dit, l'énergie d'un gospel, ce serait super drôle. Et encore plus drôle que si jamais vous passez, à chaque fois que vous passez un opposant, excusez-moi, à chaque fois que vous passez un concurrent, eh bien, le gospel rentre comme ça en jeu. Ouais! Et puis il chante comme ça quelque chose avec un texte qui est complètement déluré, parce qu'il faut le savoir, si vous écoutez les paroles, c'est délire. Et ça vous donne comme ça cette énergie. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire, encore une fois, on est sur un propos qui est à la fois dans le gameplay, comme tu disais tout à l'heure, Mehdi, mais aussi dans la substance de ce qu'on a là, mais tout en étant rigolo. Hein. Le but, c'est pas de devenir trop sérieux, quoi. Justement, c'est bien que tu en parles, parce que c'était un petit peu l'axe sur lequel je voulais qu'on passe potentiellement le plus de temps. Tu viens de parler de réalisme, du coup, en rapport avec la mer, mais la dimension du gameplay aussi, et l'impact que cela peut prendre sur la musique, c'est primaire dans toi, dans ton travail et dans la manière dont tu vois les choses. Et je sais pas comment remonter une question là-dessus. Mais en tout cas, l'idée est là, quoi. Le gameplay prend le pas sur la musique, finalement, d'une certaine manière. Bon, globalement, pour les personnes qui ici sont des joueurs et des joueuses, j'imagine que vous savez que ce qui vous intéresse le plus dans un jeu vidéo, c'est... Et puis alors là, par exemple, la question, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? C'est quoi un jeu vidéo? Non? Non, personne? C'est une histoire, c'est une expérience, c'est une immersion, non, en fait, non. C'est quoi? Un parcours? Non. Un gameplay. Oui, mais alors, justement, quand vous achetez un jeu vidéo, mettez-vous, quand vous prenez la boîte du jeu vidéo, quelle est la première question que vous vous posez? Le prix. Bonne réponse. Quelle est la deuxième question après le prix? Quand vous regardez un ensemble de jeux vidéo, qu'est-ce qui va vous attirer plus? Enfin, qu'est-ce qui, dans votre tête, c'est comme un film. Quand vous regardez des films, quelle est la première question? Pardon? Ouais, l'univers, le genre. D'accord? Donc c'est un drama, c'est un film de super-héros, voilà. Et un jeu vidéo, vous n'allez pas vous dire, est-ce que l'histoire est un drama? Est-ce que tout ça? Non, il n'y a personne qui se dit ça. Est-ce que c'est un FPS? Est-ce que c'est un jeu de stratégie? Est-ce que c'est un platformer? Donc tous ces genres comme ça, c'est ce qui définissent le jeu vidéo. C'est comme ça que vous allez définir Mario. Vous n'allez pas définir Mario comme étant le plombier qui veut sauver la princesse. Enfin, je sais pas, peut-être. Hein. Mais bon, globalement, c'est un platformer. C'est ça qui le définit, Mario. Et vous avez ça pour tout type de jeu. Et en gros, si vous enlevez toute l'enveloppe qu'il y a autour d'un jeu vidéo, ce qui compte, c'est la mécanique de jeu. C'est crucial. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent être un peu choqués, mais les gens qui font le jeu vidéo, il faut savoir que Resident Evil 1, le tout premier, pendant 1 an, ils ont mis un joueur, enfin, le personnage principal, autour de 4 murs, ils ont mis un zombie, et tant que c'était pas fun, ils n'ont pas lancé le jeu. Donc, c'est ça un jeu vidéo, c'est d'essayer de trouver une mécanique de jeu qui fasse que les joueurs et les joueuses s'éclatent dans la mécanique. Parce qu'après, ce n'est que cette mécanique habillée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois. Enfin, vous le savez. Donc, quand il s'agit de mon travail personnel, et donc là, encore une fois, c'est Olivier de Rivière qui parle, ce n'est pas l'ensemble des compositeurs de musique de jeux vidéo, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique de jeu. Et donc, dès lors qu'une mécanique traduit, je dirais, quelque chose pour le jeu, eh bien, moi, je dois supporter ça avec de la musique. Et là vient tout un relationnel avec le directeur créatif, je dirais, une période de production. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'intérêt ici d'en parler. La chose qui est que, pour ce qui est du réalisme, donc de ce que tu dis, c'est-à-dire que où est-ce que se situe aujourd'hui le jeu vidéo par rapport à ce jeu vidéo-là d'avant? C'est plutôt ça, c'est-à-dire que comment est-ce que le jeu vidéo a progressé par rapport à, 1, les gens qui l'ont fait, et 2, à ce qu'il est lui-même, le jeu vidéo. Et donc, globalement, les gens qui l'ont fait, la première génération, il faut savoir qu'elle est juste au-dessus de moi, hein, ils ont aujourd'hui 50 ans, un truc comme ça, et ce sont les premiers, bon, il y en a un peu plus vieux, hein, mais donc ceux-là, ils ont créé le jeu vidéo à partir de ce que tu montrais vis-à-vis de la musique, c'est-à-dire à partir de rien, c'était des pixels. Voilà, aujourd'hui, enfin, vous vous rendez peut-être pas compte, surtout les jeunes, j'en vois un là-bas, mais nous, on s'éclatait sur 4 pixels. Hein, on était là, ouais, c'est phénoménal. C'était fascinant de voir 4 pixels. Aujourd'hui, quand on tire, il n'y a pas
la petite texture de la balle, de l'impact dans le mur, les joueurs sont là, c'est inadmissible. Donc le jeu a fait beaucoup de progrès, mais surtout les gens qui l'ont fait, numéro 1, ils ont gagné en maturité, et numéro 2, les outils ont gagné en maturité. Et donc aujourd'hui, on est capable dans le jeu vidéo de fabriquer quelque chose qui soit de l'ordre, on va dire, de l'expression artistique. Alors de là, de débattre, est-ce que le jeu vidéo est un art ou pas, c'est pas moi. Mais donc l'expression artistique dicte la condition humaine. Et en fait, tous les jeux dont moi j'ai pu faire la musique dernièrement, j'ai eu la chance qu'ils ne concernent que la condition humaine quasiment. Donc le réalisme de cette condition-là. Donc si vous regardez, je ne sais pas, Dying Light 2, qui est un jeu qui se passe après que une grande pandémie soit arrivée et que l'ensemble de l'humanité soit morte, eh bien, au final, le héros doit traverser une ville et doit découvrir quelque chose à propos de son passé, de sa sœur, et on a focalisé là-dessus énormément, beaucoup plus que sur le fait qu'on doive taper des zombies, par exemple, même si c'était super rigolo de taper des zombies. Dans un jeu qui s'appelle Plague Tale, qui est à la fois un peu historique, on va dire, mais complètement fantasmé. Le but n'était pas de reproduire en fait la France de l'époque de la grande plaie de la peste noire, mais c'était d'utiliser ce rapport historique pour créer un univers, une histoire qui soit très marquante et très forte entre une sœur et un frère. Et donc, on a, au lieu de faire justement du réalisme par rapport à la musique folklorique, d'ailleurs, à l'époque, David Donnet, le creative director, m'avait dit « Si tu me fais une musique folklorique dans le jeu, virez !» Donc, voilà, donc le but n'était pas du tout d'être réaliste, le but était de provoquer des émotions. Donc, le jeu vidéo en est là aujourd'hui. Et c'est là où, moi, je suis hyper content, parce que ça nous permet, nous, les artistes, que ce soit les auteurs, les graphistes, les game designers, en fait, d'y mettre d'une autre, en fait, de mettre de notre vécu, quoi. Non, parce que du coup, en fait, oui, je voulais un minimum raccrocher avec ce que tu disais sur le côté, sur le réalisme et donc du coup ton implication dans les compositions de jeux. C'est là où du coup on remarque quelque chose de quand même à peu près significatif dans pas mal d'autres jeux. C'est plus le côté aussi quand ta réflexion en tant que compositeur prend le pas sur les attentes de ce que potentiellement peuvent attendre les joueurs. C'est-à-dire, au-delà des caractéristiques, on en a vu pas mal de jeux, et puis tu as pas mal parlé de ton expérience aussi, mais j'essaie de rechercher le passage où j'en parle dans mon petit machin. Voilà. C'est le moment où justement, comment est-ce que tu transcendes un petit peu les caractéristiques habituelles qu'on a l'habitude, les stéréotypes, comme tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que tu les transcendes, toi, en tant que compositeur, et ce qui fait qu'on reconnaît finalement plus ta patte, ta réflexion, plutôt que vraiment des caractéristiques plutôt neutres de ce genre de choses. Je pense que déjà, ça dépend de la personne, c'est-à-dire du compositeur en tant que tel, de la compositrice, et de la personne en face qu'on a, le creative director. Donc c'est le directeur, la directrice du jeu, c'est très important. C'est d'abord une relation humaine, malgré tout. C'est-à-dire que le jeu vidéo a vraiment progressé là-dessus. On n'est plus dans un rapport d'entreprise, on est vraiment dans un rapport d'artistes, les uns avec les autres. Quand en fait on a des discussions par rapport au rapport musical, quand il s'agit justement d'Assassin's Creed Freedom Cry, Black Flag, Freedom Cry c'est le plus long, et bien là en fait on a le premier rapport, c'est on va dire l'histoire justement, c'est le respect, c'est d'essayer de ne pas en fait faire je dirais d'erreurs sur la manière dont la musique doit être exprimée dans le jeu, parce que justement le sujet est sensible et parce qu'on n'a pas envie, enfin on avait tous envie de faire quelque chose qui soit là, historiquement, inscrit, je dirais, dans l'histoire, quoi, pour la musique. Donc ça, c'est la première des choses. Mais comme je le dis, pour David, par rapport à Plague Tale, lui, il m'a dit non, c'est tout l'opposé. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a eu l'intercontemporain, enfin le violoncelliste de l'Intercontemporain de Paris, qui, vous le savez, c'est Pierre Boulez, pour ceux qui connaissent, voilà, qui a créé cet ensemble-là, qui est de la musique très avant-gardiste. Et donc on a quelqu'un de très avant-gardiste qui est sur un jeu médiéval qui se passe au XIVe siècle. Et donc c'est un côté très réaliste de l'instrument. Pourquoi ? Parce que justement, on enregistre l'instrument pur, mais la technicité, etc., elle va donner au jeu une émotion, quelque chose que si on était resté dans le pur réalisme de l'époque, on n'aurait pas eu ça, on n'aurait pas eu le côté guttural, en fait, le côté très viscéral que la musique, que David voulait avoir dans le jeu, quoi. Je me posais une question, parce qu'il y a beaucoup la notion de caractéristiques, et même, je reviens au terme que je donnais tout à l'heure, de chara-design, donc un peu la définition de personnage. Dans tes compositions, on a
sauf erreur, majoritairement, essentiellement des protagonistes qui sont à l'œuvre. On n'a pas des expériences de jeu qui sont... Je suis en train de rebalayer tes compositions, mais il n'y a pas vraiment de jeu sur une pure abstraction, on va dire, ou alors qui pourrait l'être de façon intermédiaire. Je vais donner un exemple. Dans le cas de BioShock, on a des personnages, mais on a vraiment une cohérence qui se passe beaucoup. La musique passe beaucoup par des gramophones et par des ensembles, alors que vous allez me rappeler en technicien sonore, parce que moi j'oublierais l'espèce de chant que vous avez à 3 ou 4 voix assez atypiques américains. Les Baberville des années 20. Voilà, oui. c'est ça. Est-ce que dans la façon dont tu te projettes de ton travail, il y a par moment des souhaits de te dire, bah tiens, là j'ai abordé la mer, mais qu'est-ce que ça donnerait si je le faisais avec la mer pure, quoi, en tant que telle, arriver à avoir un jeu. Je pense à des jeux comme Antoine, tu y pensais à Abzu, qui vont vraiment avoir l'univers aquatique comme principal élément. Disons que je suis pas une personne qui illustre pour illustrer. Ouais. Voilà. Moi, ma sensibilité, c'est pas de dire il y a des oiseaux, il y a la forêt, et puis il y a la mer, et puis ça m'inspire. C'est très bien. Et je pense qu'il y a des gens qui le font parfaitement bien. Oui. Donc Journey, Flower, on oublie. Oui, ça peut, voilà, oui, etc. Il y en a plein, il y en aura encore plein. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la musique illustrative, qui est très jolie, qui s'entend, qui s'écoute, voilà. Et de ma sensibilité et de ce que j'essaie d'exprimer, moi, c'est plutôt l'en-dedans. Je préfère faire ça que de faire ça. Et donc, il est évident que ce genre d'approche est tout à fait valable et puis donne de très bons résultats. Moi personnellement, c'est pas du tout mon approche. Après l'abstraction, là où bien sûr tu ne le sais pas parce que j'ai un jeu que je suis en train de finir là et qui est totalement abstrait de personnages. Okay. Et ben ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire de se dire cette fois-ci c'est plus à propos de l'être humain, enfin d'un personnage en tant que tel, mais plutôt d'une façon d'aborder. Je peux pas en dire trop quoi. Mais donc je pense que chaque compositeur, chaque compositrice doit a sa propre sensibilité. Et ensuite, pour arriver sur le côté ma patte, alors là, si j'ai une patte, j'en sais rien. Je pense que quand on écoute Streets of Rage 4, bon voilà, ça c'est pas. Alors Streets of Rage, pour ceux qui connaissent pas, Streets of Rage, c'est on avance dans la rue et on tape des gens. C'est la bagarre. Voilà, c'est tout. C'est japonais, ça fait 25 ans qu'on n'en a pas fait un. Je sais pas comment les Français ont récupéré ces Dotemu et puis ils ont fait un travail incroyable avec Guard Crush et Lizard Cube. Et donc, je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de faire la musique. Et enfin bon, ça c'est fait. Et là, c'est complètement différent de Plague Tale. C'est complètement, voilà, les approches sont vraiment différentes. Mais là, c'était tellement inespéré pour moi, de pouvoir faire n'importe quoi. Je me suis dit que j'allais le faire. Donc voilà. Donc essentiellement, je pense que les approches dans le jeu vidéo toutes sont valides. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on se l'imagine. Pour la musique, bien sûr, mais aussi pour le jeu en tant que tel. On imagine toujours... demander dans la rue à quelqu'un c'est quoi un jeu vidéo, il va vous dire c'est FIFA, Call of Duty, Fortnite. C'est tout. Voilà. Quand je pense de manière aléatoire. Après, si vous tombez sur des joueurs... Sur un panel, oui, ça pourra être majoritairement ceux que tu as cités. Mais d'accord, donc il y a vraiment les hasards de parcours comme Street of Rage 4 où voilà, tu t'es dit je ne peux pas refuser. Et c'est drôle parce que ça revient finalement aux premières caractéristiques qu'Antoine a posées. Je te laisse continuer. Non, rien de particulier. Oui, comment raccrocher du coup Non, parce que oui, c'est vrai qu'on a cité un petit peu Abzu, et justement, je trouve que c'est un très très bon exemple de ce qu'on voulait un petit peu aussi amener en dernière partie. Ce que moi je voulais souhaiter un petit peu amener en dernière partie, c'est justement le côté au-delà de la notion de gameplay dans le jeu vidéo, c'est vraiment quand la patte du compositeur prend le pas, parce que, moi, en tout cas de mon expérience que j'en ai eu, je vais vous passer un petit extrait d'Abzu, je crois que j'en avais mis un, voilà, comme ça en plus ça nous fait un petit fond sonore, c'est toujours plus agréable. Voilà, quand on écoute Abzu, justement dans cette identité vraiment très atmosphérique, très illustratrice, comme tu le disais, moi j'entends principalement presque plus la patte de Wintory, du compositeur, donc aussi Wintory qui a également bossé sur Journey, sur Flow, et l'orchestration d'Hades. Voilà, je voulais le noter parce que je trouve ça hallucinant. Mais voilà, on entend beaucoup plus sa patte orchestrale, sa manière d'écrire l'orchestre, sa gestion des textures vraiment purement orchestrale, plutôt que le côté très illustratoire et atmosphérique qu'il a voulu mettre en place pour un jeu qui se passe entièrement sous l'eau. Je trouve ça vraiment beaucoup plus
plus marquant. Après, dans les faits, oui, il s'est quand même vachement inspiré de tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Quand on l'écoute un petit peu dans le détail, on a toutes ces caractéristiques aquatiques. On a encore plus, même avec la voix, beaucoup de réverb qui fait très bessonien, presque un petit peu dans la musique de oui, c'est vrai. Bleu, en fait. Il y a vraiment, voilà. Et on va se rapprocher dans cette dimension, je sais pas trop comment dire, presque transcendantale finalement, où dans les jeux vidéo actuels, et donc du coup dans ton expérience aussi toi de compositeur, Olivier, et on a beaucoup plus l'intention de passer par du figuratif plutôt que de cette imitation du réel. On est plus là du coup dans une manière de faire de la musique en fonction du jeu et non plus en fonction de ce que l'on pense du jeu. Après, c'est vrai que je reviens sur ton image, Olivier, de ton ressenti intérieur, extérieur en termes de sensations. Et je pense aussi à quelque chose qui impose forcément souvent la mer, et en particulier dans l'histoire et dans le jeu vidéo. Si on regarde l'histoire, hein, on a beaucoup parlé sur la conférence d'hier du Titanic, avec donc quelles vont être les perspectives intérieures-extérieures. Là, en l'occurrence, on est sur un bateau. Quand il est question de fouilles, on va évidemment devoir plonger pour aller chercher les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu un indépassable quand on aborde effectivement la mer, l'alternance entre le pied à terre, les pieds dans l'eau, sous l'eau. Est-ce que c'est quelque chose dans tes compositions, tu as été amené à être confronté, et tu l'as abordé comment? Pas forcément le côté nécessairement historique, mais en tout cas concrètement en tant que compositeur. Non, disons que je ne cherche jamais à faire l'évidence, puisque l'évidence est... Parle d'elle-même, ouais. Oui, enfin, je veux dire, déjà, il y en a qui le font très bien, et puis ensuite de ça, je pense que j'aime bien être surpris. Voilà. Pour moi, j'aime la surprise, j'aime me dire « Oh, je pensais pas ». Donc, si jamais j'avais dû faire un jeu avec la mer, etc., sur, je dirais, cette vocation de symboliser la mer, je pense que j'aurais fait quelque chose de surprenant, justement. Je ne pense pas, encore une fois, qu'il y ait une caractéristique... Enfin, on peut imaginer que la mer, sur l'inconscient collectif, comme on l'entend là, ça puisse... Voilà, les sons, bien entendu, sont aquatiques, donnent ça. Mais bon, quand on entend John Williams qui fait tan 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 tan, je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais vu les dents de la mer va dire « ça me fait penser à la mer ». Enfin, j'entends par là qu'après on accroche aux choses, ce qu'on vit au travers des œuvres des uns et des autres. Et donc c'est pour ça que je pense que le propre du créatif, c'est d'aller chercher là où aujourd'hui, on n'est pas encore allé. Et donc de pouvoir trouver, pour ce qui est du jeu vidéo, une vocation à la musique qui ne soit pas celle de l'illustration, c'est pour moi très important, puisque justement, ce n'est pas l'évidence. Enfin, ça devient l'évidence de plus en plus, donc tant mieux, mais pas encore. Et d'aller chercher donc dans cette non-évidence qu'on appelle la fonction plutôt que l'illustration, ça permet en tout cas aux jeux qui le font des expériences pour les joueurs. Vous jouez à Doom ici, il y a des gens qui ont joué au dernier Doom. Voilà, je vais prendre celle-là. Voilà. Voilà, quand vous faites un super kill, le machin, avec la grosse guitare qui rentre, c'est impressionnant. Donc, je pense que Mario avait commencé, de toutes les façons. Tu l'as fait sur Remember Me aussi. Oui, non, mais moi je l'ai fait sur tous les jeux que vous n'avez pas joués. Voilà. Mais un peu trop évidente dans l'après-coup, quand tu avais un petit peu analysé de ce qu'on te laissait, on va dire. Non. C'est. Enfin bon. Chaque tentative, de toutes les façons, a ses succès et ses échecs. Bien sûr. Et de toute évidence, c'est que, moi, c'est pour ça que je fais du jeu vidéo, personnellement, c'est que on arrive à un point dans le jeu vidéo où, justement, les sujets traités sont des sujets qui sont humainement proches de nous, je trouve. Et moi, c'est ces jeux-là qui m'intéressent, personnellement. Et en plus de ça, on fait des choses dans le jeu vidéo que dans le cinéma, on ne nous permettrait pas, par exemple, ou à la télé, ou quoi que ce soit. Et on a les moyens de le faire. Donc je trouve que c'est un médium incroyable qui est vu de très haut par certaines personnes. Eh bien moi je leur dis, laissez-nous faire, regardez d'où vous êtes, tant que vous nous laissez tranquille, nous on s'éclate.
je vais raccrocher un petit peu aussi avec des choses que j'avais envie d'amener. Voilà, les personnes qui me connaissent ici doivent le savoir. On va parler de Zelda. Quand tu évoques justement la notion d'un petit peu de surprise et que tu dis que justement c'est des fois beaucoup mieux d'appeler les joueurs là où on ne les attend pas, et que justement quand toute cette je sais pas comment dire, toutes les caractéristiques qu'on a évoquées là depuis ce matin et qui sont vraiment avec des exemples, sincèrement j'ai été gentil, je vous ai épargné la moitié de ce que j'avais préparé, où ce sont des choses que l'on a l'habitude de retrouver surtout sur les périodes on va dire 80-90 du jeu vidéo. Quand on écoute justement l'Ocean Theme de The Wind Waker, on retrouve beaucoup plus la volonté justement des compositeurs un petit peu de s'émanciper de ces caractéristiques principales de la mer pour évoquer d'autres choses, et c'est justement ce que tu disais en début d'intervention, notamment sur la notion de liberté et d'ouverture entre guillemets, parce que moi en tout cas c'est très particulier pour un analyste comme moi, j'arrive pas vraiment à expliquer le pourquoi du comment, mais je sais que cette musique là en tout cas elle évoque chez moi aussi ces notions de liberté et d'interprétation. Donc en fait on rapproche plus encore une fois le fait que les compositeurs n'aient pas voulu vraiment illustrer quelque chose. Ils l'ont fait un petit peu quand même, ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est Nintendo, mais on est vraiment plus dans une idée évocatrice qu'illustratrice, en tout cas dans un exemple comme celui-là. Je ne sais pas si on se fait une petite écoute. Oui, moi je suis toujours ravi d'écouter du Zelda, donc vraiment, allons-y. Voilà, bien. Du coup, comment est-ce que... Non mais là, si quelqu'un n'a pas joué au jeu ici, voilà. Donc, on va juste poser la question. Oui. Voilà, mais c'est bien. Est-ce que ça évoque la mer? Pas tellement, d'accord. Plus la nature à la limite pointue. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a la notion d'aventure est vraiment très précise parce que on va se permettre de faire un petit peu d'explication là-dessus. Du coup, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, The Legend of Zelda, donc The Wind Waker, sorti en 2002 sur GameCube, c'est un peu le jeu de la transition du côté des Zelda parce que Shigeru Miyamoto, qui était le créateur de base, a laissé la main à Eiji Aonuma à ce moment-là. Koji Kondo, qui était le compositeur principal de la série, s'est vu faire rejoindre par 3 autres compositeurs. Donc vraiment, il est passé de je fais tout seul à j'ai une équipe avec laquelle travailler, avec laquelle réfléchir les musiques différemment. Et dans l'histoire principale, on est dans la suite de Ocarina of Time. Je suis désolé, on va vraiment beaucoup parler Zelda, donc les gens qui n'ont pas l'habitude de Zelda, ça va vraiment pas vous parler. Mais le royaume dans lequel on évolue depuis quelques années dans cet univers-là s'est vu recouvrir de l'eau. Pour pas perdre trop les gens, imaginez, donc vous prenez la dimension de Zelda et vous calquez, je sais qu'Antoine va m'en vouloir pour aller aussi vite, mais la dimension d'Atlantis. Voilà, on a un domaine enfoui aquatique. Voilà, et en gros, du coup, le joueur doit traverser tout un espace maritime pour aller d'île en île et faire avancer l'histoire. Et oui, ce que tu disais du coup, tout à l'heure sur la notion d'aventure, je suis complètement d'accord. En fait, on n'est pas du tout dans une illustration maritime, comme tu disais Olivier. On écoute ça sans le contexte du jeu, personne ne comprend que c'est un niveau maritime. Mais dès qu'on se penche un petit peu plus dans certaines caractéristiques et certaines analyses, à la limite, on peut retrouver certains éléments qui évoquent vaguement la mer, mais comme beaucoup le faisaient plus les compositeurs classiques romantiques fin 19e siècle, quoi. Non, là ce qui est intéressant c'est plus l'espace de gameplay finalement que prend cette musique là, parce que le niveau maritime finalement en fait dans The Wind Waker la mer n'est qu'un prétexte de gameplay, on nage dessus mais on n'a pas vraiment d'interaction pure et dure d'espace de gameplay dessus, vraiment juste on navigue. Pour donner un ordre d'idée, tout est un petit peu dans le titre, vous avez une espèce de petite baguette magique / d'orchestre et qui vous permet de contrôler les vents et donc d'accélérer, de diriger effectivement la direction du vent de votre voile et voilà. donc le bateau. Donc ça c'est contrôle indirect. C'est l'élément de gameplay principal de la navigation du jeu, mais par contre on retrouve une autre chose qui est beaucoup plus symptomatique des Zelda de manière générale et puis qui regroupe encore un petit peu ces caractéristiques primaires qu'on avait dans les années 80-90. Non, mais pas celle, je ne sais pas si on va en parler. C'est la notion d'aventure et la notion d'aventure chez les Zelda en termes de gameplay, c'est beaucoup cet espace intermédiaire qu'on appelle les overworld dans le jeu vidéo de manière générale. Donc
Comment définir les overworlds? Les overworlds, c'est un petit peu... C'est le négatif, c'est la version des ténèbres. Non, ça c'est l'underworld. Ah, l'underworld, non, pardon. Je parle de l'overworld. L'overworld, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une autrice qui s'appelle Alissa Aska qui écrit sur la musique de jeux vidéo, qui a donné une définition par opposition aussi. L'overworld, c'est le niveau où ça se passe ni dans les donjons, ni dans les caves, ni dans les espaces intérieurs. C'est vraiment cet espace extérieur dans lequel le joueur va évoluer et qui souvent sert de connexion aussi entre les niveaux. Par exemple, voilà, dans The Wind Waker, la mer sert de connexion entre les différentes îles dans lesquelles on passe le plus clair de notre aventure. Elle n'est vraiment qu'une notion de passage. Et musicalement, on est censé, surtout dans un jeu comme Zelda où l'aventure est quand même le prisme avec lequel on s'engage dans le jeu. Quand tu disais tout à l'heure, Olivier, pourquoi quand je choisis un jeu, moi quand je choisis un Zelda, c'est avant tout pour l'aventure et l'exploration. C'est vraiment, voilà, on va plutôt prendre des caractéristiques musicales qui vont évoquer cette aventure-là avec un orchestre, des cuivres, des nappes et quelque chose qui musicalement donne vraiment envie de prendre son épée et d'aller sauver sa sœur, parce que c'est l'histoire du jeu. Et on s'éloigne vraiment beaucoup des caractéristiques classiques pour justement le mettre en lien avec le gameplay du jeu et avec ce que les compositeurs avaient envie d'illustrer. On ne veut pas illustrer la mer pour illustrer la mer, on veut illustrer l'aventure au travers de la mer et donc du coup au travers de sa musique. Okay. Voilà. Est-ce que tu souhaitais sur Zelda tu as fait le tour. Je peux toujours parler de Zelda, mais on peut parler d'autres choses aussi, c'est pas grave. On va peut-être amorcer des éléments, alors ça ne conclura pas totalement la discussion, parce qu'on va vous laisser la place également pour échanger. Donc j'imagine de ce que je comprenais tout à l'heure, toi Olivier, c'est vraiment pas une approche qui va spontanément te parler comme on va dire comme véhicule de composition comme tu disais que tu reconnais mais qui va pas être. Non mais je peux faire de la musique illustrative quand on en a besoin. Ouais. Je veux dire, faut pas non plus être obtus. Mais c'est plus voilà, c'est plus le fond et la substance qui m'intéresse que l'illustration pure. L'illustration, ça reste quelque chose de joli. Deux choses que je peux noter, c'est que sur les jeux que tu as cités, Abzu, la Zelda. Il faut quand même reconnaître que ce sont des jeux où la musique est sur le devant. Et donc, les joueurs sont, je dirais, ils sont les récepteurs premiers de la musique. Donc, la musique prend une place gigantesque par rapport à la plupart des jeux. Donc, c'est le premier point. Et le second point, c'est que alors là, c'est un peu plus, je dirais, sur l'histoire du jeu vidéo et sur la façon dont le jeu vidéo est vu, et donc la musique est de la même manière, on en parlait un peu. C'est-à-dire que le problème qu'on va avoir dans le jeu vidéo, c'est si jamais moi je dis à quelqu'un, je fais de la musique de jeu vidéo, vous savez la réaction? Non? Alors si je dis à quelqu'un que je fais de la musique de film, vous savez la réaction là? Ça fait « Oh! Ah, bah oui! Oh! » Voilà. Si je dis que je fais de la musique de jeu vidéo, c'est « Ah! Blip, 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 blop, 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 blop. » Et pourquoi? Et parce que depuis l'aube des temps, parce qu'à l'époque, oui, on avait des blip 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 blop blop. Moi, j'en ai été le premier fan, hein, je le suis toujours, j'ai des cassettes de l'époque. Hein. Cependant, la technologie nous a permis aujourd'hui de passer outre, on va dire, ces limitations-là. Et on a quand même, en fait, je dirais, le cliché vis-à-vis des gens que la musique de jeu vidéo, c'est ça. Alors que c'est une partie de la musique de jeu vidéo, ça fait, on va dire, jeu vidéo, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je me fais vieux, depuis 10 ans, il y a un revival de tout ça, parce qu'en fait, c'est cyclique, vous savez, l'histoire se répète, hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qui blip blip blop à une époque, après, on l'avait perdu avec Final Fantasy VII, et puis après, avec les indies qui sont arrivés au début des années 2010, on va dire, c'est reparti sur le blip blip blop. Je sais pas si vous voyez à peu près. Pour autant que ça, c'est vrai, la musique de jeux vidéo aujourd'hui, c'est des grands orchestres, c'est des grands artistes, c'est des voix, c'est des groupes de rock, c'est pas uniquement ça en fait. Et ça, c'est vraiment une valeur, je dirais, qui est assez méconnue du grand public. Je racontais juste avant Antoine que souvent, quand on me dit ce que je fais comme musique, je dis d'abord avec qui je travaille. Donc je dis le Boston Symphony Orchestra, l'Opéra de Paris, le Bruxelles Philharmonic, le London Philharmonic, le London Contemporary Orchestra. Alors là, tout le monde me dit « Oh, tu fais de la musique de concert, toi !» Un truc sérieux, quoi. Je fais « Non. »« Ah, tu fais de la musique de film ?»« Non. »« Tu fais de la musique de ballet ?»« Non. » Et donc, à la fin, ils savent plus. Et je dis « Je fais de la musique de jeux vidéo. » Ah. Vous voyez ? Donc, c'est ça aussi. C'est que le jeu vidéo...
pour autant que moi, et le dernier Zelda d'ailleurs a beaucoup gagné en maturité, n'est-ce pas? Le jeu vidéo progresse en fait, et je pense que c'est notre devoir, enfin moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que je suis ici aussi, c'est d'essayer de véhiculer une image du jeu vidéo qui ne soit pas celle uniquement de, on va dire, du fanbase, c'est-à-dire de ceux qui connaissent le jeu vidéo depuis le début, on va dire, et qui adorent ça, et celui qui joue à FIFA et Call of Duty, hein. J'ai rien contre ces joueurs et ces joueuses, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup de variété dans le jeu vidéo. Et justement, je terminerai là-dessus parce que ça m'a fait repenser ce que tu disais sur les orchestres, etc. Alors, pour te connaître et t'avoir déjà parlé auparavant, je sais que c'est pas du tout ta dimension, mais il peut y avoir ce réflexe parfois. Bon, je connais la chanson, légitimation du jeu vidéo, donc mettre le concert en avant. Antoine d'ailleurs en parlait partiellement il y a pas plus tard qu'il y a plus d'une semaine. Donc c'est cette idée où on peut avoir cette image. Ah bah oui, enfin, c'est le je grossis le trait, hein, mais c'est le compositeur snob, il ramène ses orchestres, alors que c'est pas du tout ton cas. Mais qu'est-ce que tu penses justement de ce cheminement de pensée, de se dire il faut avoir cette carte-là vers quelque chose de plus noble, de plus estimé, alors que, je veux dire, le reste, comme tu l'as très bien dit au début, dans les compositions, que ce soit fait dans une, je caricature là aussi, dans une cave ou dans l'orchestre de Boston, c'est tout autant... de qualité, quoi. Surtout quand on ramène le thème de l'histoire, parce que là, effectivement, on s'attendrait ensemble qui vont suivre, qui vont légitimer l'histoire qu'il faut sublimer. Non, mais enfin, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais globalement, entre le blip-blop et voilà. Et l'orchestre, aller enregistrer un orchestre, est-ce qu'il y a une équivalence émotionnelle ou c'est ça? Est-ce qu'il y a une valeur meilleure d'avoir un orchestre que d'avoir du blip-blop? C'est la dimension valeur ajoutée, oui. Non, alors là, non. Pour toi, je sais que non, c'est rhétorique, mais non, ce que tu en penses. Je pense que deux choses. Je pense que numéro 1, je vais pas me faire des amis là. C'est enregistré, c'est ça. Mais numéro 1, la musique de jeu vidéo, comme le jeu vidéo, mais on va dire la musique de jeu vidéo, puisqu'on en parle, elle est quand même, elle est dans sa préadolescence. D'accord, on va dire ça comme ça. Donc, pour plein d'aspects, on n'y est pas encore. J'entends par là la composition, j'entends par là tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très bons compositeurs, très bons compositrices. Mais on n'a pas encore, en fait, de discours, de langage. On se cherche tous, c'est normal. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on va comparer de la musique électronique, justement, et qu'on va avoir ce genre de thématiques, qui sont des thématiques comme on l'entend là. Voilà, quand moi j'entends ça, maintenant j'ai 43 ans, et quand j'entends ça, quand j'avais 14 ans, j'étais enivré par tout ça. Ça m'habitait, j'étais là, ça y est. Voilà, aujourd'hui, à 40 ans, je trouve ça sympa. Je n'ai plus le même rapport. C'est ce que je voulais dire par rapport aux faiseurs. C'est une culture, c'est une grammaire. Voilà. Et donc bien sûr, on grandit, on absorbe, on gagne en maturité tous. Et donc, je cherche autre chose. Je cherche une émotion différente, Et donc, c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire que sans enlever la légitimité de ce genre de musique, en disant que oui, elle est, je dirais, plus que fonctionnelle, elle est très bien pour ce qu'elle est, et elle fabrique des souvenirs indélébiles que vous avez, que j'ai eus et tout ça. On ne peut pas la comparer sur une échelle, je dirais, d'interprétation musicale, comme par exemple de la musique électronique. Allons chercher les gens de la musique électronique comme Aphex Twin, comme voilà, toute cette scène que moi j'adore, la musique électronique, qui exprime des choses très fortes, mais qui n'est pas de cette manière-là dans l'expression musicale. C'est-à-dire que c'est pas l'instrument qui fait l'expression, c'est le compositeur. D'accord ? Maintenant, quand tu mets une voix, juste une voix, qui fredonne, qui chante et tout ça, c'est humain, hein. On est tous l'oreille, enfin tous, on va ressentir quelque chose qu'aucun autre instrument ne pourrait nous faire ressentir. Déjà, la voix, c'est... Voilà. Et donc, c'est vrai pour plein de choses. Les synthés, enfin, moi, je suis un très grand fan de Vangelis et tout ça, d'Eric Serra. Enfin, ce truc-là, moi, ça m'a complètement fait. Je trouvais ça super original, justement. Mais il faut reconnaître, que quand vous avez un violoncelle qui joue, ça crée quelque chose... Enfin, un autre type de résonance. Je sais pas, ça fait partie de l'inconscient collectif, en tout cas, de tout ce qui est de l'Ouest, quoi, enfin, de l'Occident. Oui, moi ça me rappelle un compositeur que tu connais peut-être qui s'appelle Arnaud Roy, qui a bossé sur la série des Endless et qui, je pense,
apporterait beaucoup d'eau à ton moulin sur la résonance de la voix, vu qu'il travaille beaucoup là-dessus. Très bien. Et ben, écoutez, je pense, je te laisse. Alors, justement, je pense qu'on peut encore un petit peu meubler parce que je sais que comme on est capté, notamment à la voix, si jamais on doit poser des questions, les personnes qui doivent normalement faire passer des micros, elles ne sont pas encore là. D'accord. Donc je pense qu'on a encore 2-3 minutes de discussion très bien. devant nous. Très bien. Comme ça, on peut doucement essayer de conclure un petit peu. Faisons ça. Du coup, merci Olivier pour ton expérience et pour ton expertise. Merci. Et je tiens à rajouter aussi que si tu dois tomber, on tombera à deux, parce que pour ce qui est de pas te faire des amis, moi je dis très régulièrement que le jeu vidéo dans son ensemble est encore à l'adolescence, contrairement aux gros titres de pas mal de presse jeux vidéo âge adulte. Mais bon, ça ce sera peut-être un autre débat ailleurs. Voilà. Du coup, oui, c'est conversation passionnante. Et justement, là où on rejoint un petit peu l'idée, c'est que quand tu dis que le jeu vidéo justement est à sa préadolescence, je suis pareil un petit peu d'accord. Du coup, on voit vraiment un petit peu le côté dichotomique entre toi, compositeur, donc finalement un petit peu face à l'avenir, et moi, chercheur, donc un petit peu finalement le nez dans le passé, où justement c'est aussi beaucoup on a dû passer par tout ça pour finalement en arriver là où on en est et là où on va en être plus tard. C'est extrêmement cliché ce que je suis en train de dire, mais n'empêche que l'idée reste là, que effectivement toutes ces musiques maritimes, toutes ces musiques, toutes ces caractéristiques que l'on a évoquées aujourd'hui ont finalement dû être faites pour justement qu'on puisse s'en émanciper, comme beaucoup de règles de manière générale dans la musique, hein, on le sait. Et que du coup le langage musical du jeu vidéo est encore à faire, même si on a déjà beaucoup de choses à dire dessus. Très bien. Du coup, est-ce qu'on a un signe Je ne sais pas. J'aurais supposé qu'elle rentrerait. M'avait dit, on avait dit 45 à la fin, m'avait dit 20-15 minutes. 15 minutes. Sinon après. Mes compositions ? Non, c'est vrai qu'on les a pas entendues. mais c'est pas bien grave. Je vous invite à regarder sur n'importe quelle plateforme si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais du coup, par contre, ça c'est extrêmement intéressant ce que vous posez comme question, madame. C'est que je trouve en plus que tes musiques, Olivier, ont plus tendance à, au contraire de ce genre de musique, on peut un peu les écouter hors cadre vidéoludique pour en discuter. Les tiennes sont vachement plus prises dans le prisme du gameplay, et je trouve qu'elles méritent mieux d'être découvertes dans le cadre du jeu qu'en écoute pure et dure. Après, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus intéressantes. De toute façon, c'est comme de dire une musique de film, c'est plus... personnellement, alors je sais qu'aujourd'hui, la musique de film, je vais pas me faire des amis, c'est mort. Donc voilà, c'est de la musique de trailer tout le long. Hein. On monte, on build-up et patata, voilà. Non, la musique de film devrait être sujet à l'image. On est bien d'accord. Enfin, je veux dire, normalement, la musique de film suit l'image. Et donc, tous les mouvements de la musique de film, si on devait l'écouter hors film, on comprendrait rien. Ah, oui. Puisque la musique ferait pip, 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 pip. Voilà. Donc, c'est exactement ce que moi, en tout cas, je fais, non pas pour que ma musique soit comme ça, mais c'est juste comme je suis le jeu, et la musique dans le jeu suit. Mais attention, c'est de manière très cohérente, très musicale, ça emploie des techniques et des technologies qui, à une époque, n'étaient pas là, et aujourd'hui qu'elles sont là, enfin, ça fait 20 ans qu'elles sont là, mais très peu de personnes, malheureusement, et ça, c'est mon combat personnel, les emploient. Voilà, mais cependant, je pense pas, écouter mes musiques hors cadre, c'est en fait, moi c'est un ami qui m'a dit ça un jour et je pense qu'il l'a très bien illustré. Beaucoup de gens trouvent que la musique de jeux vidéo est très agréable à écouter en travaillant, en faisant des recherches, en machin, voilà. Moi, la musique que j'écris, comme je le dis, c'est de la musique qui est quand même assez substantielle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un discours derrière. Et qui dit un discours dit que si jamais tu es en train de travailler sur quelque chose, ma musique, elle fait ça. Ouais. Tout le temps. Et tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il y a un côté, je veux pas t'écouter. Soit on l'écoute complètement, soit on l'écoute dans le jeu. Mais c'est pas de la musique qui s'écoute, je dirais, en faisant autre chose. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire sur les soundtracks, c'est-à-dire que de toute façon, il y a un véritable discours. Les musicologues en 2175, m'a-t-on dit, quand ils se retourneront sur mon travail, découvriront. Non. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a des lignes musicales, il y a tout ça, et tout est cohérent, tout fait du sens, tout se ramène. Enfin,
du monde classique. Donc voilà, on m'a... Il y a une logique constructive. Bah oui, tout a un sens. Quand ceux qui connaissent Plague Tale, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, voilà, bon ben Plague Tale, la dernière musique, ça je vous donne un petit scoop, la dernière musique de Plague Tale, si vous tendez l'oreille, c'est la première musique du suivant. Mais il faut faire un effort. Hein. Mais après, ça se développe. Et en fait, je lâche pas, quoi. Donc, c'est ça l'essentiel, je pense, d'un compositeur. C'est pas tant de mettre de la musique pour que ce soit joli, c'est de faire quelque chose qui ait une cohérence et une substance qui fasse que, quelque part, le travail est compris, intelligible, je dirais pour le compositeur, intelligent, mais aussi pour quelqu'un qui, indirectement, parce que je suis pas là à dire hey, « t'as vu le contrepoint, là ?» c'est pas la question, mais c'est beaucoup plus de se dire, voilà, tout a un sens, d'où on vient, où on va. C'est très important pour moi. Je suis bien d'accord avec toi. Peut-être qu'on peut prendre des questions. Et oui, c'est ce que j'allais dire, sinon oui, je peux me balader dans la salle avec on les répétera au besoin, vous pouvez nous les donner s'il y a des questions. C'est vraiment juste pour des soucis de captation. Allons-y. Oui, bonjour, j'avais une question pour Olivier. On sait que donc, avant, dans le jeu vidéo, il y a 30 ans, il y avait beaucoup de limitations techniques au fait de pouvoir enregistrer des instruments. Est-ce qu'il reste aujourd'hui encore des limitations techniques spécifiques aux jeux vidéo pour enregistrer, produire le son? Et question connexe, du coup, est-ce qu'en travaillant sur Streets of Rage 4, du coup, vous avez reproduit les limitations d'époque de la Pulsiema, de la Mega Drive, typiquement? Est-ce que donc ça a été pris en compte dans le fait de créer la musique à l'époque? Donc je vais répéter la question. Voilà, exactement ce que j'ai proposé de faire. Est-ce qu'aujourd'hui les outils nous permettent en fait de nous émanciper quelque part des limitations? Et est-ce que lorsque j'ai fait Streets of Rage 4, j'ai voulu retrouver ces limitations? Il nous permet totalement de s'émanciper des limitations par rapport à la volonté, je dirais, de l'impact fonctionnel de la musique. Par exemple, vous regardez un jeu et vous dites je veux que quand il y ait ça dans le jeu, la musique fasse ça. Maintenant, on peut. Voilà, pour quoi que ce soit. Il y a des trucs délirants que moi, je m'amuse à faire et on part sur des sentiers, je dirais, complètement... c'est le non-monde. Et on s'éclate et on trouve plein de choses à faire. Donc non, les limitations, il y en aura toujours, mais on va dire comparé à avant, ça n'existe plus. Maintenant, quand j'ai fait Streets of Rage, j'ai fait quelque chose, non pas vis-à-vis de l'intégration, puisque l'intégration, comme je dis, il n'y a plus trop de limitations, mais vis-à-vis du son, en fait, je suis allé chercher des plugins de la Mega Drive, des trucs comme ça, mais c'était sous Cubase, donc j'avais pas de limitation. Le but, de toute façon, la limitation, je vais vous dire, la limitation actuelle dans le jeu vidéo n'est pas vis-à-vis de la technologie, elle est vis-à-vis de l'approche, donc elle est vis-à-vis des gens qui la font. Et ça, c'est assez frustrant parce qu'on se rend compte qu'il y a tout un choix des possibles qui est devant nous et qu'au final, la route qui est prise est la route, je dirais, de l'efficace et du conventionnel. Pour un créatif, c'est quand même c'est un non-sens. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez de la jeu vidéo, de la musique en jeu vidéo et au niveau de l'adolescence? Vous n'avez pas bien compris ce que vous entendez par ça? Oui, exactement. Donc pourquoi en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je dis que le jeu vidéo est dans son adolescence et la musique de jeu aussi? C'est que justement, la façon dont on aborde déjà les sujets traités. C'est-à-dire qu'auparavant, voilà, c'était le plombier qui devait sauver la princesse. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeux vidéo qui traitent de la dépression, qui traitent du racisme, qui traitent du colonialisme, qui traitent d'énormément de choses, de drames familiaux. Enfin, il y a tout un tas de nouveaux axes, on va dire. Et ça se fait au travers des jeux. Hein. Et pour ce qui est de la musique de jeux vidéo, en enlevant ce caractère, je dirais, purement émotionnel, mais en regardant le jeu vidéo pour ce qu'il est par rapport à sa technologie, en fait, l'approche, justement, moi, ça fait 20 ans que je travaille dessus. La technologie, c'est tous les ans, il y a des choses nouvelles, et pourtant, ils sont bloqués, quand je dis ils, c'est toute l'industrie, enfin, de manière générale, à cette espèce d'efficacité que je dois reconnaître, qui est efficace, mais qui en fait ne propose pas aux joueurs des expériences nouvelles. Et pour moi, je trouve ça dramatique parce que on est quand même, nous, les gens qui sont derrière le rideau, responsables de ça. C'est à nous de pousser pour proposer au public quelque chose de nouveau et pour que le public puisse dire un jour ah oui, parce que cette fameuse question que j'ai toujours, la différence entre une musique de film et une musique de jeu vidéo, j'aimerais qu'un jour on ne me la pose plus. C'est tout. C'est bon, voilà, on va pas poser la question, la différence entre une musique de film et une musique de théâtre. Enfin, les gens le savent tout de suite. Voilà. J'aimerais que ce soit pareil pour le jeu vidéo. Ah, il y a le micro. Ça y est.
Merci. Oui, vous avez beaucoup parlé d'orchestration, d'évolution des orchestrations. Mais par exemple, si on prend les musiques de Koji Kondo et qu'on réorchestre, on va avoir des compositions qui vont être extrêmement riches, même s'il était limité à 4 voix avec le 8/8. Donc voilà, juste pour dire que c'est l'orchestration, la technologie qui a évolué, mais que sur la composition, il y avait aussi des choses qui étaient déjà grandioses, a priori. Enfin, même pas a priori. Et puis pareil, par rapport à la qualité des musiques, c'est vrai que si on pense à Metal Gear Solid, à Skyrim, en fait, moi, je suis rentré dans ces jeux via la musique, avant d'y jouer même. Donc, elles ont une qualité intrinsèque qui n'est pas forcément liée au jeu. Et puis, dernière question, un bonus, c'était pour revenir parce qu'on parle de musique à l'image. C'est vrai que sur le cinéma, on a les points de synchro. Là, est-ce que c'est que des solutions technologiques dont vous parlez, ou est-ce que vous composez en fonction de l'action que va faire le joueur ? Parce que c'est vrai que si on prend le Assassin's Creed 2, le combat s'arrête, boum, il y a un fade et on passe à autre chose. Voilà. Alors, premier point, par rapport à la musique de Mario, je considère, quand je parle de substance et de discours, quand on voit les musiques de Mario, les premières, et qu'on voit la qualité, j'ai 2 doigts, je fais la mélodie et la basse, tout est là. Donc entièrement d'accord. Là-dessus, je ne vais pas, moi, défendre le fait que les surproductions et les surorchestrations sont meilleures substantiellement et tout ça. Ça, c'est une certitude et je suis d'accord. Pour ce qui est de Skyrim, là, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis comme vous. Skyrim, pour moi, ça fait quelque chose en moi. Bien que, si on analysait de manière, je dirais, académique, la façon dont les orchestrations sont faites, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, l'orchestration. Mais par contre, la musicalité et la structure et ce que ça provoque, incroyable. Moi, je suis... voilà, Skyrim, c'est la soundtrack pour moi. Donc oui, on partage. Malheureusement, je peux pas aller à l'encontre de... Voilà. Pour ce qui est de la technologie, en fait, la manière dont on aborde un jeu vidéo, et là, encore une fois, c'est moi, Olivier de Rivière, qui parle. Ce ne sont pas les compositeurs et les compositrices du monde du jeu vidéo, c'est moi. C'est par la technologie et c'est par le gameplay mécanique. C'est-à-dire que si on prend un jeu comme Dying Light 2, qui se passe essentiellement sur les toits à faire du parcours, et que le directeur du jeu dit « Mais Olivier, moi je veux qu'on pousse les joueurs à aller sur les toits, à faire du parcours. » Bon, et bien là, il faut réfléchir en tant que compositeur sur qu'est-ce qui peut motiver un joueur à aller sur les toits. Par exemple, on va se dire, dans la rue, on ne va pas mettre de musique. On mettra de la musique que sur les toits. Bon, c'est très prétentieux de se dire qu'il veut que la musique lui donne envie d'aller sur les toits. Mais non, parce qu'en fait, la musique qui sera sur les toits, alors qu'on va commencer à parcourir, va, au fur et à mesure du parcours, grossir. Et plus elle grossira, plus on aura cette sensation de « Oh, je suis en train de faire quelque chose d'incroyable ». Et au bout d'un moment, on atteindra ce que le directeur parlait du parcours flow, c'est-à-dire qu'on est tellement hypnotique, on est tellement dans le rythme du parcours sur les toits, que la musique atteint un dernier point, on va appeler ça le climax, le point climatique, et qui n'est atteint qu'à force de parcourir. Et là, en fait, on a obtenu exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'on dit aux joueurs, si jamais vous venez en haut, eh ben vous allez avoir, entre guillemets, une récompense, une carotte, et une sensation, une émotion que vous n'aurez pas à parcourir, ou pas. Et c'est en cela que le jeu vidéo et la musique peuvent vraiment s'entendre. C'est-à-dire que la musique ne devient plus un caractère illustratif, mais même il devient un caractère de motivation par rapport à des mécaniques de jeu. On en parlait hier sur les différentes conférences. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Ça permettra le temps de compléter ça. Il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, quand Olivier vous le précisait tout à l'heure, du fait qu'on affine son écoute de la musique, on affine aussi son sens de joueur et de joueuse. Et il ne faut pas oublier que dans l'essence du jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle des schémas de récompense. Je le disais hier, il y a ce qu'on appelle des boucles d'OCR en mode un petit peu pointilleux. C'est objectif, challenge, récompense. Et ça, on ne peut pas, contrairement au cinéma, ne pas le prendre en compte. C'est évident. On doit travailler avec ça, avec des fois des concessions, se dire ça va être plus épique que tel autre passage, et ainsi de suite. Bonjour. Et aussi, pour les questions, par exemple, des schémas de récompense, comment est-ce que vous travaillez pour l'inverse avec le stress, par exemple, Sonic ou les niveaux sous l'eau de Sonic ou Tomb Raider? Bon, j'ai pas fait ces jeux. Non, mais comment est-ce que, quand vous travaillez sur un jeu, vous pensez... Non, par exemple, toute mécanique de jeu, par exemple, de stress, c'est ça? Oui. Voilà, on va penser du stress. Donc, on va prendre Plague Tale, par exemple, qui est un jeu où, en fait, on est une enfant et on est confronté à des adultes, des soldats qui veulent globalement nous tuer.
D'accord ? Donc la situation, elle est que le creative director me dit, je veux sentir que ce personnage, plus on est proche de lui, plus la létalité, entre guillemets, est grande. C'est-à-dire que, bon, s'il nous voit, et là, ce qu'on fait, on travaille sur... Comme on a tous les paramètres, parce que c'est un jeu vidéo, on connaît la distance. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va changer la musique en fonction de la distance à l'ennemi, on va parler comme ça. Et donc, là, dans Plague Tale 2, on a exagéré le trait encore pire, pour faire en sorte que ce soit extrêmement dynamique et de sentir comme des vagues, en fait, quand les ennemis passent. Et donc ça va donner aux joueurs cette sensation de stress, genre « Oh mon Dieu !» mais aussi, et c'est ça le plus important, l'information. Un ennemi est là. Ça, c'est très important. C'est pas uniquement illustratif. Est-ce qu'il reste peut-être des questions ? Juste pour compléter sur ce qui vient d'être dit, et je pense qu'on conclura juste après ça, il y a donc vraiment comme le répète Olivier, hein, c'est pas exclusivement illustratif, même si c'est évident ce que je vais rajouter, on est en présence de l'objet jeu vidéo, donc on est dans une logique d'interaction ou au moins de possible. C'est-à-dire que quand vous allez transmettre une information, souvent on pense interaction, on se dit voilà, il va falloir se débarrasser de l'ennemi, etc. On sait maintenant, heureusement, que les schémas de jeu sont des fois autrement plus subtils, mais en tout cas de transmettre l'information et pas exclusivement, et je pense qu'Olivier vous l'a bien fait comprendre, l'illustrer. Merci infiniment Olivier, je pense que vous pouvez applaudir Olivier et Antoine Morisset pour leur intervention. Et comme je n'aurais rien fait jusqu'au bout convenablement, je ne me présente qu'à la fin. Donc voilà, je suis Mehdi de Baby Zorgani, donc responsable d'Espace Jeux Vidéo. On espère qu'on vous verra éventuellement tout à l'heure à la conclusion, mais aussi à l'édition prochaine, au rendez-vous de l'histoire de Blois. Je vais essayer de vous laisser à disposition quelques petits contacts Discord et compagnie. S'il y en a qui souhaitent avoir les références d'Antoine ou autres, ou prolonger les discussions, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci à toutes et à tous. Je m'excuse de retard, elle était occupée.